Bonjour Bertie, écoute, je suis hyper content que ce soit toi mon invité du jour, parmi d'autres invités de mon podcast. Les gens ne te connaissent pas forcément, tu n'es pas encore une célébrité, ça viendra peut-être, on sait jamais. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ouais, alors merci Guillaume de m'inviter. Alors je suis Bertie Marchal, ça fait 7 ans que j'habite à Nantes. Et d'ailleurs, c'est toi une des personnes qui m'avait accueillie quand je suis arrivée à Nantes, parce qu'on s'était vite rencontrés pour faire des cours à l'ISEG. Et ma petite carrière, elle a commencé par une école de communication. J'ai fait l'ISCOM à Paris, et en marketcom. Et après, je me suis lancée directement dans l'univers des médias. J'ai fait un stage de fin d'études à la Fox. Alors attention, hein, c'est pas Fox News, mais c'est quand même les chaînes de la Fox, mais en France, donc c'est National Geographic, Voyage et compagnie. Puis j'ai travaillé pendant 10 ans chez Prisma Média, groupe de presse magazine qui va de Femme Actuelle à Voici, en passant par Gala, Capital et compagnie. Et j'ai passé 7 ans chez Gens de Confiance, où j'étais directrice marketing et revenus. Et où j'ai vu grandir la communauté. C'est un site de petites annonces, pour ceux qui ne connaissent pas, par cooptation. Voilà. Oui, parce que j'ai connu, je crois, Gens de Confiance à peu près en même temps que tu es arrivé, ou peut-être un an ou deux avant. Ils étaient à l'époque, ils étaient tous les trois, les trois fondateurs. Et je les avais invités au BNI, qui était un réseau professionnel, le matin. Ouais. Et je ne sais plus lequel des trois était venu. Il n'avait pas encore son permis, donc autant te dire que c'était... alors d'abord, un, ça me met un coup de vieux. Et puis deux, ça me fait marrer, parce qu'en effet, c'est comme devenu une belle entreprise. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis installé à Nantes, donc après tout, on est nantais, pur beurre. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas grave. On est quand même très fiers d'être à Nantes. Et c'est vrai que pour compléter ce que tu dis, moi je suis arrivée, j'étais la 10e salariée chez Gens de Confiance. Enfin, la 11e, mais il y en avait 3 qui étaient arrivés à la veille, donc on peut presque dire 10. Et j'ai quitté, là, ils sont un peu plus de 90. Donc effectivement, et même en termes de communauté, il y avait 320 000 membres quand je suis arrivée, là ils sont à 2,4 millions. C'est vrai que on a vraiment vu l'aventure grandir, donc c'est génial d'y avoir participé. Changement de locaux en cours de route, je me souviens un peu de tout ça. Tu sais que j'ai même pas visité les nouveaux locaux. Moi, j'ai pas eu le temps. Je pense que je peux encore t'inviter. J'ai encore mes entrées là-bas. Ça va, tout se passe bien. Ouais. Alors, une question que je pose souvent, moi, c'est pourquoi tu te lèves le matin dans le cadre du travail? C'est quoi toi, quel plaisir tu prends aujourd'hui au travail? Moi, non. Mon immense plaisir au travail, c'est de créer des trucs. Créer, imaginer, inventer. Et pour le coup, dans le marketing, c'est quand même assez large. Parce que c'est autant créer de la relation, en fait, chez Gens de Confiance, en l'occurrence, c'était vraiment ça. C'était créer la marque et la développer et puis faire qu'il y ait finalement de l'amour, que ça devienne une love brand. C'était vraiment ça qu'on allait chercher. D'autant plus qu'elle avait... une image qui n'était pas forcément toujours celle qui est en plus le reflet de la vraie vie. Donc il y avait tout un travail là-dessus à faire et créer une histoire en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup au quotidien. Et aussi créer en fait avec les différents salariés, toutes les personnes que j'ai pu manager, créer pour eux une aventure professionnelle. Et c'est vrai que alors je tannais pas mal mes équipes avec ça, le fait de réussir à trouver sa zone de génie et savoir en quoi on est bon et qu'est-ce qui est... on a notre zone de compétence et notre zone de génie. Notre zone de génie, c'est le truc qui nous donne de l'énergie. En l'occurrence, moi, c'est de créer, inventer. Et dans les équipes, à chaque fois, chacun doit trouver sa place. Et ça, c'est vraiment passionnant. Je trouve qu'en tant que manager, c'est quelque chose de très enthousiasmant, en tout cas. Alors, j'avais jamais entendu parler de cette zone de génie. Je trouve ça assez génial. C'est quoi? C'est un concept managérial ou pas forcément? C'est un concept managérial. Okay. Pour le coup, en gros, on a tous des zones d'incompétence. Ok, c'est les trucs que tu sais vraiment pas faire. Les zones de compétences, c'est les choses qui tu sais faire, mais ça te demande de l'énergie. Et je sais pas, moi aujourd'hui, je sais tout à fait faire un BP, je sais compter, mais c'est quand même un truc qui me pompe de l'énergie. Et il y a ta zone de génie, c'est des choses, tu sais très bien les faire, et en plus, ça te donne de l'énergie. Et en fait, le principe, c'est que tu stabilotes tout au long de la semaine. Franchement, je t'invite à le faire. Hein. Ouais. Tout au long de la semaine, tu stabilotes ce qui t'a donné de l'énergie dans tes meetings et tout, dans les actions que tu as faites tout au long de ta semaine. Et à la fin de la semaine, ça te fera apparaître vraiment c'est quoi ma zone de génie. Et dans une équipe, c'est hyper intéressant de se dire, mais attends, en fait, ce truc-là, où ce qu'on lui demande aujourd'hui, finalement, ça lui pompe un peu de l'énergie, alors que sa voisine, on l'attend sur un autre truc, et elle, ça lui donnerait de l'énergie de le faire. Et donc, de faire que chacun se connaisse là-dessus, c'est génial. C'est vraiment... je trouve ça... Et tout le monde est en énergie, quoi. Ah, mais je trouve ça assez génial. Je vais tenter, tiens. Alors, cette semaine, là, on est le dernier jour de la semaine, et pour une fois, je ne travaille pas demain, donc je ne vais pas le faire.
Mais je trouve que c'est un truc qui peut être intéressant, peut-être même d'ailleurs pas que dans le cadre du boulot, après tout, pour mes enfants qui grandissent maintenant, je tenterai le truc, hein, je vais leur demander pendant une semaine de me mettre par écrit. Ma plus grande va me dire, je suis hyper forte en boîte de nuit, mais j'y mets en sens détend. Non, mais si ça se trouve, regarde, tu traduis ça en professionnel plus tard, ça veut dire que ce sera quelqu'un qui sera dans le relationnel, dans le dynamisme et tout, et ça marche aussi, quoi, peut-être fort en boîte de nuit. Bah écoute, on sait jamais, des fois qu'elle tient une boîte de nuit un jour, si ça existe encore dans 10 ans, mais on sait pas. Ouais, et je pense que quand même, le boulot, on y passe trop de temps pour que ce soit un truc où tout est énergivore. En fait, bien sûr qu'il faut mettre de l'énergie, et moi j'ai vachement je pousse beaucoup mes enfants, en l'occurrence, d'avoir le goût de l'effort, tout ça bien sûr, mais en fait, si c'est que de l'effort, on y passe quand même beaucoup de temps. Donc en fait, objectivement, c'est pour ça que j'ai lancé ce podcast, de montrer que, alors en effet, on sait que travailler, il y a plein de contraintes dont on n'est pas toujours maître. C'est-à-dire qu'il y a plein de contraintes qui arrivent de l'extérieur, et ça, les plus jeunes ont un peu de mal à l'imprimer. Ils disent oui, non, mais je veux choisir un truc où je bosse, où ça me plaît de bosser. Mais je dis, ok, mais tu aurais quand même des contraintes. Tu n'auras pas le choix, c'est comme ça. Des clients, une problématique de marché, un truc qui ne marche pas, un fournisseur, n'importe quoi, tes équipes ou tes collègues. On ne choisit pas toujours en plus les gens avec qui on travaille. Et le pire, c'est que plus on grimpe dans les échelons, moins on les choisit. Oui. Mais il y a aussi ce côté où, dans le cadre du boulot, on fait plein de trucs qui sont extraordinaires, et il faut garder ça en tête. Bah oui. Et toutes les rencontres, tous les trucs. Alors je sais même plus comment on s'était rencontrés au départ. C'était ici, mais c'était quelqu'un qui travaillait avec toi qui nous avait mis en contact. Okay. C'est Camille Arnaud qui nous avait mis en contact. C'est Camille Arnaud. Ouais. Ok. Bah, comme quoi, de toute façon, la grande majorité des intervenants de ISEG aujourd'hui, c'est du lien. C'est du lien, c'est du réseau, c'est des gens qui. C'est de la cooptation. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Je t'ai souvent envoyé des gens d'ailleurs. Oui, je n'ai pas tous fait travailler. Oui, je sais. Mais j'aime bien rencontrer des gens aussi. Tu vois, si je devais mettre dans ma zone de génie, je pense que la rencontre et l'intelligence situationnelle avec les gens, ça piloterait. Ça, c'est un truc qui. Je sais que là-dessus, maintenant, à 40 ans largement passés, je pense que là-dessus, je sais que ça va. Quoi. Tu vois. Ouais. J'ai l'impression d'être sur le canapé d'un psy là d'un coup. Ouais, c'est clair. Ça fait un peu et ça. Quand tu étais enfant, tu aimais aller à des anniversaires? Je détestais ça, j'aime pas les gens. Non, c'est pas vrai. Alors, tu nous as ramené un objet, c'est ce que je demande tout le temps, enfin plutôt des objets aujourd'hui sur le moment. Alors, j'ai eu un petit souci en venant jusqu'à toi. Je suis venue en vélo parce que ça n'est pas dans ma zone de génie d'être à l'heure, et je suis partie en retard de chez moi, et j'ai mis un mug très beau. Un mug de gens de confiance, mais il se trouve qu'il s'est pris dans les rayons de mon vélo et ce mug est aujourd'hui en petits morceaux, donc voilà, il est sur la table pour ceux qui regardent sur YouTube. Il est en petits morceaux effectivement, mais pourquoi j'avais apporté ce mug? Parce que pour moi le café, c'est vraiment un temps du boulot. Alors, je vais passer pour la fille complètement oisive, mais pas du tout. Exactement dans ce que tu disais sur le relationnel. Moi, je pense que le relationnel, c'est quand même une grosse partie de notre travail. Les gens avec qui on travaille, de savoir s'ils vont bien, si tout se passe bien et tout, souvent, ça se passe autour du café, dans ces moments informels. Et même si, alors, je vais pas faire old school et dire « Ah, le télétravail, c'est catastrophique et tout », mine de rien, c'est quand même quelque chose qui tisse beaucoup du lien. Et chez Gens de Confiance, en l'occurrence, il y avait des très beaux bureaux que tu n'as pas vus, mais qu'il y a toujours. Hein, boulevard Guisteau, il y a 2 étages qui sont très grands. Et l'idée, c'était que les gens soient contents de venir, que ce soit agréable et pas en mode start-up. Il y a un baby-foot. Alors, il y a un baby-foot aussi en l'occurrence, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de se retrouver. Et je trouve que le café, il y a vraiment ce côté de se retrouver. Et alors, en plus, en l'occurrence, c'était le mug de Gens de Confiance, donc avec l'identité, l'ancienne identité, et avec dessus l'autocollant de la nouvelle identité. Alors, là, va falloir recoller tout ça. Mais voilà, il y a vraiment cette image qui est... alors, pas quand il était pété, hein, quand il était en bon état. C'était un peu l'objet qui représentait finalement tout ce moment de vie de ces quand même 7 dernières années qui ont été assez denses parce que, comme je le disais, une boîte qui a beaucoup grandi, beaucoup changé, et ce côté café où on se rencontre et on échange, qui est assez cher à mon cœur en fait, qui est très important. Alors si tu demandais à des gens qui me connaissent dans le cadre du travail, ils te diraient ils me définiraient par le café, donc j'ai une grosse maîtrise du café. Alors pas dans des tasses aussi grosses, je les prends beaucoup plus court que ça. Tu me parlais d'Italie tout à l'heure, et moi je le bois à l'italienne. Alors le café, bon. Je prends pas un ristretto chez eux où tu as un grain de café, une demi-goutte d'eau et t'as plus d'estomac après, mais
je le prends serré, mais j'ai toujours cru au fait que, alors le café, le thé ou ce que les gens veulent, c'est pas grave, mais cet instant-là, qu'il y ait une coupure dans la journée de travail, où on échange aussi sur des points peut-être de manière plus détendue, sans une pression hiérarchique ou quoi que ce soit, à tel point que quand je suis arrivé sur le campus, il y avait des machines à café un peu partout, avec des capsules, des trucs de compagnie. Alors en plus, en norme RSE, je crois un peu quand même au fait qu'on ait notre capacité de changer les choses. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est dégager toutes les machines et on est passé à une vraie machine en grains et on achète du vrai bon café. Excellent. Ça a un coût, mais finalement on en boit certainement beaucoup moins aussi. Et puis c'est du grain, donc potentiellement on balance pas des capsules à tour de bras. Et c'est un truc que je fais. Alors aujourd'hui, je m'occupe de plus de campus que j'ai pas que celui de Nantes, j'en ai 8 en tout aujourd'hui en France et ça fait partie des choses où potentiellement ça dégage et je passe à la machine en grains qui au final en plus économiquement est beaucoup plus intéressante. Mais c'est un moment qui doit être particulier. Et si les gens veulent du bon thé, on prend du bon thé et pas du thé qu'on peut trouver de manière un peu classique. Ça fait partie du deal. C'est clair. Ça fait, c'est presque un acte managérial, je trouve, dans le concept. Et tu dis pas la même chose entre t'es dans une salle de réunion en one-to-one et t'es là, comment ça va, nanana, versus te prendre un café et là tout le monde est au même niveau, on peut se dire des choses. En plus, le plus étonnant, c'est qu'en fait, on va pas dire que de l'informel finalement. Il y a souvent des moments où on va en fait se dire un truc de vrai boulot et puis il y a des idées qui vont naître et puis potentiellement on entend un truc, c'est pas ton équipe mais quand même, moi en l'occurrence en étant marketing, finalement j'étais quand même pas si loin du produit donc ça glissait souvent. J'entendais 2 devs qui disaient mais là ce truc là on bloque et tout et je leur dis mais pourquoi vous bloquez là-dessus quoi en fait. C'est là où tu te mélanges et c'est trop sympa. Moi, je crois beaucoup à la transversalité des idées, même des choses très éloignées. Quand je travaillais chez Mars, on avait des retours qui venaient de la manuf, un truc improbable. Mais en fait, on a sorti un produit. On dit, en fait, nous, on a un problème quand on est dans le camion. Une fois sur deux, le truc, il arrive, la palette, elle est par terre. Et c'était notre packaging qui n'avait pas été fait correctement. Donc, si nous, on n'avait pas eu cette remontée-là, et l'idée, la solution est venue aussi de la manuf. Quelque chose qu'on a exploité derrière. Ça peut être des problématiques. Il n'y a pas il ne faut pas segmenter, il ne faut pas siloter les trucs, parce qu'à force de siloter, on se dit, bon, moi j'ai la réponse, mais après tout, c'est pas mon boulot, j'en sors. Ça n'a juste pas de sens. Et ça fait partie vraiment des trucs. Je bataille pas mal là-dessus. Et d'ailleurs, l'exemple concret, c'est donc chez En Confiance, il y a 2 étages maintenant, et il n'y a pas de machine à café à l'étage du haut. Pour que l'étage qui était l'étage du départ était celui du bas, pour que les gens continuent à redescendre en bas et se voient et qu'il n'y ait pas genre, les gens du 2 et les gens du 1 qui sont 2 univers différents. C'est ça. Et ça, c'est sur le moment, tout le monde dit c'est relou de descendre et tout. Et en fait, non, c'est important. Ça marche aussi avec les imprimantes, ça. Oui, j'imagine. Effectivement. On a agrandi ici, mais j'ai toujours qu'une imprimante. Les gens sont obligés de revenir de l'autre bâtiment, mais c'est pas grave. Alors je sais que c'est un peu casse-pied quand on le fait de manière trop répétitive. Et n'empêche comment on se croise. Et puis du coup, on imprime peut-être aussi un peu moins parce qu'on dit non, c'est loin. D'aller jusque là-bas. Non, mais exactement. Non, mais j'imagine tout à fait. Et du coup, dans ton univers, ça fait quand même un paquet d'années maintenant que tu travailles, on ne dira pas combien, parce que c'est après, d'avoir nous, se fait mal. Et puis, est-ce que tu as une rencontre, un truc qui t'a marqué et qui dit, OK, encore maintenant, ça a été cette rencontre-là, ça a été le démarrage de quelque chose J'ai une rencontre qui m'a beaucoup marquée au tout début de ma vie professionnelle. C'est à la rencontre avec Monique Chayette, qui est une personne qui était la directrice de la DSI de Prisma. D'accord. Et en fait, je passais mes entretiens, donc c'était mon premier job. Et elle me voit, et donc j'avais 24 ans, je sortais de l'école, je sortais de mon stage de fin d'études et tout. Et elle me dit, franchement, vous êtes hyper bien, vous êtes hyper dynamique, vous êtes très sympa. Il y a plein de choses qui se passent, mais c'est vrai que tout le monde dit quand le problème, c'est que vous n'avez pas d'expérience. Et elle m'a dit, en même temps, vous avez l'âge de ma fille, vous me faites penser à ma fille. Et je me dis que vous n'aurez jamais d'expérience si personne ne vous donne jamais cette première expérience, à juste titre. Et donc elle a dit, moi j'ai envie de parier sur vous. Et après, j'ai passé 10 ans chez Prisma, donc finalement, elle a eu vraiment raison. A priori, ils ont été plutôt contents. Mais c'est vrai que sur le moment, je m'étais dit, c'est important d'avoir des gens comme ça sur sa route professionnelle, d'avoir des gens qui se disent, en fait, j'en sais rien, parce que cette fille, en fait, elle n'a jamais travaillé au-delà des stages. Alors après, c'était pas un pari dingue, parce que j'avais quand même fait plein de stages et tout.
Mais quand même, effectivement, on me donnait un job en plus qui était complètement nouveau, qui avait encore jamais existé, un job qui n'existe plus aujourd'hui, qui était webmaster éditorial. Donc ça veut dire que j'étais à la fois geek et à la fois côté journaliste. Et donc c'était un espèce de truc où il allait falloir faire parler des geeks qui comprennent ce que des journalistes leur disaient et que les journalistes comprennent ce que les geeks leur disaient, quoi. Faire que tout le monde se comprenne. Et donc il y avait cette espèce de truc de médiateur entre deux milieux qui ne se connaissaient pas. Mais elle a accepté de croire en moi et c'est un très bon souvenir d'avoir eu cette personne qui m'a dit Banco, je te crois et je te suis, et qui a été écoutée par le reste des équipes, parce que c'était pas elle qui était totalement décisionnaire, mais je pense que le fait que ce soit une femme qui dise ça, il y avait un côté presque maternel que j'ai trouvé sympa. Et après, moi, à la suite, dans ma vie, j'ai vraiment fait l'effort, quand je recrutais des gens, de me dire projetons-nous, rappelle-toi ce qu'on a pu faire pour toi, quoi. Non, mais c'est clair. Mais je pense que dans tous les podcasts que j'ai tournés, à chaque fois que je pose cette question, c'est à chaque fois plutôt au début de carrière. Et c'est à chaque fois quelqu'un qui a été, pas forcément un mentor, mais en tout cas un démarrage de quelque chose. Ouais. Et je suis si intimement cité, c'est vraiment une personne au démarrage. Je pense que ça nous marque plus aussi quand on est plus jeune. Et parce qu'il y a eu un coup, moi je me souviendrai toujours aussi de Camille, mon premier patron chez Mars, qui avait un aura d'enfer. Mais c'est quelqu'un d'ailleurs qui a laissé une trace dans beaucoup de gens qui ont fait carrière chez Mars. Lui, il restait vraiment sur les problématiques managériales, régionales, très terrain. Et les autres, il y en a qui sont devenus directeurs de pays et compagnie, mais tous le citent systématiquement. Ah ouais, et ça, 20 ans après. Alors, il est à la retraite maintenant, Camille, mais il faudrait que je l'invite, tiens, d'ailleurs. Ça serait marrant. Ça serait un bon client, lui, parce que je pense qu'il y a de quoi des aussi. Anecdotes, il doit en avoir. Oui, puis il travaillait avec les clients étaient la grande distribution, donc on a du lourd. J'ai quand même pas mal d'anecdotes déjà avec lui, donc je pense qu'il y a moyen d'en avoir des pas mal. Il en est encore plus, ouais. À la belle époque, c'était des relations qui étaient extrêmement tendues, et à la fois c'était un jeu. Il fallait vraiment comprendre que c'était un jeu de négociation, que chacun jouait un rôle, avec un bras de fer qui était complètement déséquilibré. Et il fallait être très très fort mentalement, mais aussi être très malin dans les approches et tenter des trucs de temps en temps. Faut tenter des trucs improbables. Il fallait assumer quand même, hein, je pense. Je sais pas si tout le monde aurait été capable d'endosser ce rôle de bras de fer. Non, tout le monde n'est pas fait pour ça, mais par contre je me souviendrai toujours, il m'a dit tente des trucs. De toute façon, on était sur un point de blocage, sur un très 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 gros Leclerc, donc ça reste des indépendants. Ils avaient un peu un pouvoir de faire ce qu'ils voulaient, même quand ça se passait bien en centrale, ça descendait pas jusqu'en bas. Il tente des trucs, et il y avait vraiment un endroit où ça fait 4 ans qu'on n'avait plus le droit de rentrer, et c'était le plus gros Leclerc de la région. Et je dis, écoute, je tente un truc, c'est le tout pour le tout, c'est ça, où de toute façon je me fais sortir définitivement, et on n'entendra plus parler de Mars. À l'époque, ça s'appelait Unisabi, et on avait changé déjà de nom depuis quelques années, mais les gars nous appelaient encore Unisabi. Ah. Mais c'était juste pour montrer vous nous saoulez, vous êtes des Américains, des trucs, c'est bon, quoi. Et le gars me demandait de l'argent, et c'était à l'époque où la Poste lançait les produits bancaires. Ah oui. Et je sais plus, il y avait une pub qui disait la Poste c'est ici, en gros si vous voulez trouver de l'argent c'est à la Poste que ça se passe. Et j'y suis allé au culot, j'ai pris rendez-vous avec lui, et du coup mon patron était avec moi à ce moment-là, et il me dit qu'est-ce que t'as préparé? Il m'a dit t'inquiète, on va se faire sortir, mais au moins j'aurais marqué le coup. Il dit mais qu'est-ce que tu prépares? Et je lui ai dit écoutez, j'ai téléphoné au gars, et il dit on prend rendez-vous, j'ai peut-être une solution pour vous, parce que vous voulez de l'argent. C'était comme ça que c'était très tendu. Et je suis arrivé, le gars, qu'est-ce que vous voulez? Je dis écoutez, j'ai peut-être trouvé une solution. J'ai sorti un plan qui était Mappy à l'époque. J'avais édité un plan Mappy, la Poste la plus proche, elle est là. Bon, on s'est fait sortir. Il a pas rigolé, ouais. Non, je l'ai revu des années après, il se souvenait de l'anecdote, il me disait quand même, vous avez du culot quand même. Il dit oui, mais vous n'étiez pas obligé de jeter ma valise dehors quand même, parce qu'à l'époque on avait une valise à roulettes on appelait ça une marmotte, j'ai jamais su pourquoi d'ailleurs. Et on avait les PC dedans en panique, qui n'étaient pas les PC de maintenant, c'était des gros PC bien lourds. Le type a pris la valise, il l'a jeté dehors du bureau, on s'est fait lourder par la sécu. Mais j'en ai un souvenir extraordinaire, et je l'ai recroisé des années après, et j'étais devenu directeur des ventes dans une autre boîte. Lui avait repris un Leclerc, et on vendait, et il passe devant le rayon, marche arrière, mais vraiment une marche arrière. À la limite, on avait le bruit de la marche arrière. Je me reconnais. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Je lui ai dit, écoutez, il dit, j'ai changé de boulot, compagnie. Il dit, vous êtes toujours un emmerdeur? Je dis, toujours moins que vous, il n'y a pas de problème. Bon, on prend un café après. Et j'ai pris un café avec lui, on a discuté, et j'ai découvert un autre personnage. Ouais. Et je lui ai dit, je voulais quand même fait pendant 4 ans à l'envers, parce qu'il dit, tout le pognon que je vous donnais pas, parce que c'était un emmerdeur, je le file à votre voisin. Ah. C'est bon ça. Oui, c'était comme ça, mais c'était. Chacun était dans son rôle en fait. Tu vois, c'est un peu comme en politique où sur le débat ils sont tous en train de s'écharper, au maquillage ils sont en train de tchatcher parce qu'en exactement, ils se connaissent depuis toujours. Ils font tous les mêmes plateaux, chaque présidentielle et voilà quoi. Ah, mais exactement. Mais on ressort des morceaux comme ça qui marquent, et celle-là je l'avais oublié, tu vois.
Il suffit qu'on en discute pour se souvenir de trucs. On en a quand même des pas mal. Ouais. D'ailleurs, toi, est-ce que tu as une anecdote qui t'arrive dans ton boulot, en dehors d'une rencontre, mais un truc qui... ça peut être complètement improbable ou inattendu, ou il dit tiens, je m'en souviens de celle-là parce que... Dans les trucs vraiment improbables, c'est l'opération de crowdfunding de gens de confiance. Ouais. Donc il y a 4 ans, alors ça c'était vraiment une idée de Nicolas, qui était un des cofondateurs de gens de confiance, qui disait tout le temps la communauté, si on leur demandait d'investir, c'est sûr qu'ils seraient chauds et tout. Et l'idée, c'était, donc il y avait déjà des fonds qui étaient au capital de gens de confiance, mais d'avoir une holding qui permette finalement aux membres de gens de confiance de devenir actionnaires. Moi, j'y croyais pas une seconde. Franchement, je me disais, c'est complètement zinzin, je vois pas comment des gens pourraient donner des sous à une boîte, voilà. On lance un petit sondage, là, sondage incroyable. La question, c'était vraiment, si on vous proposait, est-ce que vous investiriez? Et si oui, combien? Et là, mais vraiment, on tire des projections à plusieurs millions d'euros. Mais le biais marketing... Sauf que un peu l'effet Téléthon. Moi, je me disais, c'est un peu le truc où les gens disent, oui, je donne 100 balles, en fait, jamais ils renvoient l'enveloppe, jamais ils font le chèque, jamais ils font le virement. Donc, quand même, on avait fait des fourchettes hausses, fourchettes basses, fourchettes médianes et tout. Même en bas, ça restait intéressant. Donc on commence à bosser sur ce truc-là. C'était un projet que j'ai géré vraiment complètement avec Ulrich, qui est un des fondateurs. Et donc, de lancer ça avec une entreprise qui est spécialisée dans le crowdfunding, c'était assez compliqué parce que mine de rien, c'est très encadré, c'est de l'argent, donc en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi et tout. Et donc, on relance le truc en écrivant à toutes les personnes qui avaient envisager de mettre beaucoup d'argent en leur disant quand vous disiez beaucoup d'argent, c'est vraiment beaucoup d'argent. Voilà, pour un peu valider les trucs. Et en leur expliquant que vraiment on va faire l'opération. Donc il y avait des KYC à remplir, des informations très précises, et donc, qui nécessitaient d'être validées par les institutions bancaires et tout. Donc c'était assez long. Et on avait dit on ouvrira à midi pétante, un mercredi, là, on ouvrira le truc. Et donc nous, on avait prévenu tous les gens de dire attention, ça va partir très vite. Mais bon, tu connais le marketing, quoi. Bah, oui. Alors, on était là à condition que ça va partir très vite comme des soldes, quoi. En disant, mais franchement, je me demandais vraiment ce que ça allait donner. On lance le truc, dans les 10 premières minutes, 1 million. Et en fait, on était là, dès qu'on faisait refresh, il y avait de l'argent qui tombait comme une... Mais on était dans un état d'excitation. En fait, ça, de vivre ce truc-là, c'est assez improbable parce qu'il y a vraiment cette espèce d'effervescence du truc complètement taré. Au bout d'une demi-heure, il y avait 2 millions. À la fin de la première heure, il y avait 3 millions. Et puis après, le truc a été plus... Pas plus long, mais en fait, c'est un peu tassé. En fait, au bout de 4 jours, on a fermé le truc et on était à 4 millions et des patates. Donc, quand même incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est quand même déjà incroyable. Mais c'est vrai qu'il y avait cette espèce d'excitation. On était avec Ulrich, je me vois encore sur le canapé, tous les deux, dans des salons de confiance, à refresh le truc. Tling. On avait l'impression qu'il pleuvait c'est juste extraordinaire parce que ça veut dire que le teasing a été bien fait et que les personnes ciblées étaient les bonnes aussi parce que sinon à grande échelle ça fonctionne pas. Complètement. Et on a eu pas mal de gens qui ont dit trop dégoûté, mes KYC n'ont pas été validés dans les temps donc j'ai pas pu participer. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui avaient été déçus de pas pouvoir participer. Après, ce qui est vrai, ce que ça veut dire aussi, donc c'est effectivement l'OP avait été bien monté, mais c'est quand même le fait que les gens croient en gens de confiance, qu'il y ait un amour assez entier pour la plateforme, que les gens se disent ça c'est quand même une zone sécure sur Internet, c'est quelque chose qu'on cherche à plein d'endroits. Et pour le coup, en termes de marketing, c'est dingue d'avoir une communauté de personnes qui sont derrière vous à dire j'y crois, et ça veut dire que demain, quand on leur dit aidez-nous, à l'époque où j'y étais encore, on faisait souvent appel à eux en disant si vous voulez louer votre maison ou faites plutôt le choix gens de confiance pour votre maison cet été, pour vos locations de vacances, pour parlez-en autour de vous. En fait, tu deviens ambassadeur quand tu as mis de l'argent dans un truc, t'as envie que ça marche. Quoi. Et donc, c'est très vertueux à plein d'échelles. Et clairement, je m'en suis voulu de ne pas y avoir cru parce que... Oui, mais après, toi, tu étais de l'autre côté de la barrière, donc c'est pas toujours pas facile. Mais c'est une vraie tendance de fond aujourd'hui, le côté ambassadeur de marque. Il y a des entreprises qui se sont montées dessus. On a aujourd'hui des gens qui font du SAV sur des produits alors qu'ils n'en sont même pas rémunérés. Free, on a plein de gens qui répondent sur, sur leur chat de SAV, ce sont juste des utilisateurs. Blablacar aussi. Blablacar, c'est la même chose. On a quand même beaucoup de choses comme ça. On a même
La partie, si on prend le Puy du Fou, aujourd'hui on a les 2 tiers des gens qui y travaillent, c'est des gens qui sont bénévoles, et d'ailleurs dans des familles de bénévoles même aujourd'hui complètement. Et c'est aussi des gens quand ils portent le truc et qui vont jusqu'au bout de la démarche, donc c'est quand même super intéressant. Et peut-être même probablement que le fait d'être bénévole les chauffe encore plus, parce qu'ils se sentent un peu investis d'une mission divine, je suis bénévole au Puy du Fou, j'y passe tous mes étés depuis que j'ai 15 ans. Alors en plus au Puy du Fou, pour le coup, la mission divine, on est en plein dedans. On est en plein dedans. on vous aime bien, le Puy du Fou. On bosse avec vous. Mais c'est un peu. Ça, c'est un truc qui est très professionnalisant. Ouais. Mais est-ce que tu as un truc qui t'est arrivé, mais drôle, quoi? Ou alors qui peut être drôle maintenant, mais qui n'était pas du tout le jour où tu l'as vécu? Alors, truc qui peut être drôle maintenant, mais qui me donnait envie de pleurer à l'époque. Pour le coup, c'est mon premier stage. J'ai fait un stage en RP, en relations publiques, relations presse. C'est vrai que souvent, à l'ISCOM, en fait, il fallait trouver un stage à partir de 3 mois, des 3 mois d'école. Donc, en fait, on sait globalement rien faire. Ouais. Et donc, souvent, le stage de RP, c'était, avec tout le respect que j'ai pour les attachés de presse, c'était quand même le truc où, finalement, il faut savoir appeler des gens, faire des listings, être sur des événements. Il n'y a pas besoin d'avoir fait déjà beaucoup de formations pour le faire. Donc, je m'étais retrouvée dans un stage en RP de santé, beauté, forme. Donc, le comble de la vacuité quand même un peu intellectuelle. Quoi. En vrai, c'était vendre des trucs pour blanchir les dents. Et, entre autres, un des clients était Cialis, qui est le concurrent de Viagra. Ok. Qui arrivait sur le marché français. Donc ce truc-là, c'est quand même il y a des années. Et on m'avait dit, faut que tu fasses le listing pour qu'on invite des gens à un événement pour Cialis. Et donc, je devais appeler toutes les rédactions en disant « Bonjour, est-ce que vous pouvez me dire la personne qui est en charge des dysfonctionnements érectiles ?» Donc, je te laisse imaginer. Les gens étaient là. Dysfonctionnement érectile. Faut mettre Patrick, hein. Et donc moi, 18 ans, j'étais là, Patrick Michel @cmimedia.com et tout. Et donc après, j'ai appelé, bonjour Patrick, donc vos collègues m'ont dit que c'était vous en charge des dysfonctionnements érectiles. Mais qui est la connasse qui vous a dit ça? Et j'avoue, moment de solitude, parce que toi t'es là. En fait, là, moi, on me demande juste de remplir un fichier, s'il vous plaît, donnez-moi le vrai nom du mec, ou de la nana en l'occurrence. Mais vraiment, moment de solitude, parce que le fichier, franchement, était quasiment intégralement faux, parce que les mecs, je pense qu'ils étaient morts de rire de balancer le nom de leurs collègues. J'aurais été le premier à balancer tous mes collègues. Ouais, j'imagine très bien. En fait, quand t'as 18 ans, tu te sens vraiment prise pour une débile. Et en plus, t'essayes de remplir ce fucking fichier tu n'y arrives pas parce que tout le monde te dit des trucs débiles. Voilà, donc ça, c'était un moment de solitude. Mais maintenant, ça me fait marrer, mais c'était un moment de solitude. Et effectivement, on m'aurait demandé un nom, je pense que j'aurais dit une bêtise aussi. Oui, forcément. Mais alors, est-ce qu'ils l'ont pas fait exprès? Ils se sont dit, tiens, on va se marrer, la pauvre Bertie, elle va... non, mais je sais pas. Ouais, peut-être qu'au bout du fil, ils sentent que c'est une petite juju qui les appelle. C'est possible, oui. Je pense qu'ils devaient se dire, elle, là, on peut se foutre d'elle, elle a l'air d'être bébé, quoi. Voilà. Ça ne m'arrivera plus aujourd'hui. Non, c'est clair. Maintenant, le phoning, ils le font faire par d'autres. Ou par une IA. Ou quasiment par une IA. Par des juniors entreprises qui font ça de bon cœur. Ah, ça marche. Les juniors entreprises marchent pas mal. Je pense qu'ils ont récupéré quelques dossiers, les pauvres. Après, je pense qu'eux aussi, tu as envie de leur dire des bêtises. Je sais pas. Moi, j'ai bossé pour une junior entreprise quand j'étais étudiant et donc en école de commerce à Toulouse. Et ils ont été plusieurs fois labellisés sur des normes européennes, un truc improbable. C'est une machine de guerre, à tel point qu'il y a des entreprises de conseil de Toulouse, si vous êtes gentil, il faut arrêter, en fait, vous nous piquez des clients. Alors que c'est les premiers fournisseurs de juniors chez les Big Four, on les retrouve systématiquement là-bas. Et les gars, ils faisaient plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, alors que c'est en mode associatif, donc il n'y avait pas de charge, pas de trucs. Mais on faisait des trucs pas mal. Je me souviens que nous, on avait fait... On faisait les interviews des passagers pour l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Ouais. On faisait 2 fois par an pour savoir où ils partaient, etc. Et c'était fait correctement. Hein. Ils ne nous répondaient pas plus bêtement parce qu'on était des étudiants. Ça avait un vrai intérêt. Mais là, après, ils étaient partis sur des trucs de conseil d'un gros niveau. La spécialité de l'école, c'est plutôt finance. Donc, ils étaient arrivés sur des trucs un peu d'un bon niveau. Mais ils se sont fait calmer. C'est parce que les autres, vous êtes gentils. Mais enfin, non seulement c'est nous qui payons une partie de vos scolarités, etc. On prend des étudiants chez vous, mais vous êtes en train de piquer des clients. Donc, ça va pas... Ça marche plus là. Non, ça marche plus. Et il faut aussi faire attention à ça quand on est une école. Maintenant, je suis passé de l'autre côté de la barrière, mais aussi, ça nous arrive d'avoir... On répond à des annonceurs et la réponse est tellement bonne qu'il se passe de l'agence. Ouais.
Ça, c'est un peu complexe. Ouais, ça peut être, il faut faire quand même attention. Il faut réussir à se mettre d'accord dès le départ en disant, ok, vous prenez des idées, des trucs, par contre, on n'ira pas jusqu'à la fin de la finalisation. Faut continuer à faire bosser les gens pour qu'on bosse nous aussi. Donc, oui, non, c'est clair. C'est normal. Ouais, c'est clair. Et t'as une anecdote inavouable, hein, un truc où tu peux le dire maintenant parce que c'est pas cette date. Franchement, ça, c'est vraiment un truc que j'ai jamais dit. Et non, mais... Je ne doute pas de la portée interplanétaire de ton truc, mais... Bien sûr que si, 3 milliards de personnes. Ouais, c'est ça. Alors, quand j'ai fait mon stage de fin d'études à la Fox, c'était un endroit où il y avait les locaux, les studios de Voyage, la chaîne de télé. Ouais. Et il y avait une émission qui a été présentée par Philippe Gildas, je sais pas si tu te souviens. Bien sûr. Bien sûr. On est de la génération qui est branchée Canal. Donc, et en fait, c'était une émission sur le voyage où ça racontait un peu, je sais même plus comment ça s'appelait, mais en gros, à la fin de l'émission, donc ils interviewaient des personnalités sur le voyage, qu'est-ce que vous aimez, nanana. Et à la fin, les personnes devaient écrire une lettre et la glisser dans une bouteille et la prod disait et là maintenant on va aller l'acheter à la mer, nanana. Sauf qu'en fait, nous, les stagios, on avait vu qu'en fait, elles finissaient toutes dans une caisse. Et notre énorme jeu, c'était de les prendre et d'aller les péter. Alors, on ne savait jamais c'était celle de qui. Mais donc, on les prenait, on pétait la bouteille, parce qu'en fait, le truc était quand même bien fermé, et on lisait les mots. Alors, souvent, c'était des trucs débiles. Si tu trouves ce message, j'espère que la Terre va mieux, ou je sais pas quoi, des trucs débiles. Et un jour, on tombe sur celle de François Berléand. Oui. Et il y avait écrit, si tu trouves cette lettre, voilà mon numéro de téléphone, je suis François Berléand. Et j'ai envie de te rencontrer. Mais je pense qu'il avait dû dire... Je pense qu'il devait dire que personne va aller balancer le truc ou que personne ne l'a trouvé. Pas de chance, on l'a trouvé. Et donc là, nous, morts de rire. Et donc, évidemment, c'était une époque où il y avait des trucs tu pouvais faire des messages vocaux. En fait, tu tapais ton texte et ça le faisait en voix. Bonjour, comme ça. Et donc, on appelle François Berléand, ça décroche. Et on lui écrit « Bonjour François, j'ai trouvé ton message dans la bouteille. » Et donc le mec, il était « Mais c'est quoi ces conneries là ?» Donc on lui dit « Peux-tu nous donner le numéro de téléphone de Guillaume Canet ?» Parce que c'était l'époque des petits mouchoirs. On était tout amoureuses de Guillaume Canet. « Peux-tu nous donner le numéro de téléphone de Guillaume Canet ?» Alors il dit « Ah non mais Guillaume, franchement, il change tout le temps de numéro de téléphone, qui me parle là et tout. » Et c'était drôle, mais franchement, on se marrait. Et après, on l'a réappelé plusieurs fois. Mais maintenant, ça ne marche plus. L'autre jour, j'ai dit à des potes, j'ai le numéro de Berléand, on va s'amuser. Donc, François Berléand, si tu nous entends. C'était moi. Mais franchement, on s'est marré. Et en même temps, on avait un peu les boules parce qu'on pétait les bouteilles. Il fallait les mettre dans une poubelle cachée. Je ne sais jamais si sur l'émission, ils se sont rendus compte qu'il y avait des bouteilles qui se barraient... Où est-ce qu'on finit les bouteilles qui n'ont jamais été jetées à la mer, surtout Oui, je ne sais pas trop. Alors, si ça se trouve, parfois, ils faisaient des batchs et ils allaient en jeter. J'en sais rien. Peut-être, ouais. En vrai, je pense que non, parce que c'était vraiment... Mais bon, tous les invités qu'on fait des bouteilles, il faut qu'ils sachent que ces bouteilles... On les a lues. On les a lues. Et souvent, c'était vraiment merdicos. Mais François Berléand, il nous a quand même beaucoup fait rire. Il y a eu plein d'anecdotes autour des téléphones à l'époque. C'était Antoine Decaune qui avait balancé le numéro de Garcia sur un avion, à l'arrière d'un avion. Tout le monde était en train de téléphoner. Il y a eu une vengeance derrière, je crois. Je sais plus ce qu'il avait fait. Il l'a donné je sais plus, c'est pas au Festival de Cannes, ouais, un truc comme ça qu'il est sorti le numéro aussi. Je crois. Non, mais clairement, de toute façon, le téléphone, quand même, moi j'ai eu ma grande époque blague téléphonique, mais pour le coup plus jeune. C'était quand même une passion de faire ça, quoi. Ouais, et puis que coûtait une blinde en plus à l'époque, donc tes parents devaient être hyper contents. Ouais. Je faisais ça quand j'étais invitée chez des copines. Pas classe. Pas classe du tout. Moi j'avais une maman qui était à la maison tout le temps, et donc le téléphone était dans le salon et tout, tu pouvais pas vraiment. Oui. Alors que quand j'allais chez des copines qui avaient des mamans qui bossaient, c'était trop pratique de pouvoir faire des blagues. Mal. Là, j'ai loupé un truc, moi j'ai pas fait ça. C'est vrai ? Ouais, quelle déception. Arrête. Faut que je le fasse maintenant. Ah ouais, bon, il n'est jamais. Non, mais en fait, là maintenant, c'est plus compliqué parce qu'il y a écrit les numéros. Ouais. C'était plutôt à partir de fixe, c'était ça la beauté du truc. Bon, il n'y a plus beaucoup de fixes maintenant, c'est pas. Ouais. Les numéros s'affichent, c'est quand même moins simple. Moi, je dis souvent qu'on est des survivants quand même, parce qu'on a fait quand même des trucs où les gens aujourd'hui, on aurait une plainte. Ouais, non, mais t'inquiète, nos enfants, ils auront d'autres idées de bêtises à faire. Je préfère pas trop y penser. Potentiellement, ça me. En petites vidéos faites à partir d'IA ou des trucs comme ça, t'inquiète. C'est probable, ouais. C'est très probable. On voit déjà des trucs qui sont pas mal. J'espère qu'ils iront pas trop loin dans la... Ah bah ouais. Bon, si vous m'écoutez, les enfants, faites pas n'importe quoi, mais écoutez pas. Pas une bonne idée, Bertie, c'est pas...
Non, tu vois, moi, ce que je fais avec eux, c'est que je leur montre vachement ce qu'on peut faire pour leur dire, mais ça, c'est une connerie, ou ça, en fait, ça, c'est drôle, mais leur dire ça va trop loin, ça, c'est OK. Je trouve ça pas mal quand même qu'ils aient un peu l'œil affûté de comment tu peux te faire un peu empapaouter aussi par des fausses images, ou des trucs comme ça. Tu vois, même si moi, l'aîné, il a 10 ans, je trouve que c'est quand même intéressant de se dire, regarde, ça, on dirait vraiment une image qui est tout à fait réelle, tu pourrais y croire, mais en fait, dis-toi bien que c'est pas vrai. Ce truc n'est pas arrivé. Donc, je trouve qu'il faut quand même... en vrai, c'est un peu chaud pour eux, je pense. C'est ce qu'on disait, nous c'est ce qu'on vit d'ailleurs à l'école en permanence, alors encore plus dans une école de marketing de com, mais l'important de l'esprit critique, ça se développe. Alors on peut apprendre des choses, mais et ça se développe aussi personnellement. Et ne pas être d'accord systématiquement avec ce qu'on lit, ce qu'on voit, creuser, apprendre à chercher aussi l'information de manière plus poussée, c'est vraiment un truc qui est indispensable. Et je pense que notre vécu aussi professionnel fait qu'on a des automatismes quand on vit un truc. Moi, j'ai encore des automatismes de mes anciens boulots, où quand je rentre dessus, ou quand j'entends un étudiant qui m'explique ça, je dis, écoute, je l'ai vécu 10 fois, laisse tomber, tu vas avoir telle contrainte, ça peut pas fonctionner, la réaction en face, ça va être ça. Bien sûr. Tout à l'heure, tu me parlais de cette levée de fonds. Tout de suite, moi, j'ai tiqué billet marketing parce que je sais très bien que j'ai travaillé sur les lancements de produits où tous les feux étaient ouverts, mais nous, le terrain, tu sais, on a quand même une problématique qui est celle-ci. Bon, et puis on avait raison, ça c'est complètement vautré. Entre ce que les gens disent et ce que les gens font réellement, on le voit sur du sondage notamment, c'est catastrophique. C'est toujours étonnant. Et en pleine période d'élection, on sait très bien que les sondages, on ne peut pas s'y fier, c'est devenu n'importe quoi. Donc il faut trouver d'autres choses et s'appuyer sur nos propres expériences font qu'on a des nouvelles idées et qu'on écrit, qu'on conçoit des choses. Toi qui aimes concevoir des choses, on est en plein dedans. Vraiment, carrément. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à me dire, ça y est, je commence à être senior de mon job et tout. J'ai toujours l'impression d'avoir 25 ans. Mais la vérité, c'est que je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de choses où en un coup d'œil, je me dis, non, ça oui, ou c'est OK, ça marche pas. En fait, mine de rien, quand même, toutes ces expériences mises bout à bout, t'as vu des trucs et tu dis bien sûr que ça fonctionne ou pas du tout. Donc t'as raison. Même quand tu es amené à prompter, tu vois ce qui te répond. Tu dis ok, c'est bon, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Donc il y a quand même... et ça, c'est vrai que pour les étudiants, je pense que c'est quand même une autre bière parce qu'ils n'ont pas encore toute cette expérience, ils n'ont pas encore engrangé tout ce savoir. Il faudrait qu'on leur donne la permission d'IA au bout d'un temps. Oui, après, de toute façon, ils arrivent, ils le maîtrisent déjà. Là, on est arrivé dans une période où nos étudiants ont appris à l'utiliser, mais maintenant, on va avoir des lycéens qui arrivent, qui l'utilisent déjà, et qui l'utilisent d'ailleurs pas mal pour certains. Moi, je trouve qu'il y a des rendus qui sont plutôt pas mal, mieux faits parce qu'ils ont utilisé l'IA. Après, il y a la forme, mais il n'y a pas le fond. C'est ça. Et ça, on dira, c'est pas pour tout de suite, mais c'est pas grave, ça s'apprend aussi. Non, mais c'est vrai que c'est assez fascinant. Bon, bref, l'avenir est aux seniors. Hein. Bien sûr. La silver economy, c'est... mais c'est clair. C'est nous. C'est nous. Puis en plus, la population vieillit, donc on a tout intérêt à le lire et de trouver des solutions là-dessus aussi. Bon, on clôture sur ça. L'avenir est aux seniors. Oh, arrête, quelle horreur. Non. Je te rappelle qu'on doit bosser jusqu'à 67 ans, mon cher Guillaume. Oui, je sais, j'ai eu mon relevé il n'y a pas longtemps. Je fais, oh là là, c'est loin ça encore. Écoute, on fera avec. Et puis c'est pour ça qu'il faut se marrer au boulot, parce que sinon tu deviens dingue. C'est la règle absolue. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on garde comme conclusion, c'est marrez-vous au boulot. Et même dans des boulots qui peuvent être casse-pieds, on peut bien se marrer. Ça dépend avec qui on est et comment on le prend. Non, ça c'est sûr. Moi, j'ai toujours dit qu'on pouvait très bien travailler tout en le faisant de manière pas sérieuse. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. C'est clair, tout à fait d'accord. Excellente conclusion. Merci, je suis trop fort. C'est très beau. Merci Bertie. Je t'en prie, merci Guillaume.